excusez-moi. Et si je prends un quelconque, voilà, par exemple, Malem Hodar, qui est devenu un département, à Kaffrine, il y a 8,5 personnes sur 100 qui accèdent effectivement au niveau qui réussissent à faire le primaire. Bon, voilà. Donc, voilà des chiffres un peu assez. Attention. Je pense que je devrais. Voilà. Ici, nous avons la répartition du niveau d'alphabétisation. Vous avez à Matam 24,9% de la population alphabétisée, à Saint-Louis 41, Louga 34, Tambacounda 26,5, etc., etc. Donc, ça reflète également de très grandes distorsions par rapport effectivement au pays de Dakar, avec peut-être le phénomène de la migration de l'exode rural. Effectivement, n'empêche que le taux est assez élevé, on est à 64%. Ziguinchor et Dakar, ce sont les régions les plus alphabétisées au Sénégal, et ça, tout le monde le sait. Voilà, donc le taux d'alphabétisation par région. Voilà, ici, ce que vous voyez là, c'est la répartition des institutions de microfinance. Comment les institutions de microfinance sont réparties sur l'ensemble du pays. Tout le monde est venu se concentrer à Dakar et à son hinterland. Donc la partie ouest dont je vous ai parlé, nous en avons presque appelé quelques mutuelles de crédit ou machin que vous voyez, longent les axes routiers. Parce que voilà, les gens ont besoin peut-être de servir en passant, donc c'est essentiel. Mais toute cette partie du Sénégal et cette zone de forte production animalière, qui est la région de Tamba, de Louga, donc il n'y a pas de système d'appui véritablement à la production. Et ça pose un vrai problème par rapport effectivement au développement. Voilà ce que vous voyez, les loumas du Sénégal. J'ai fait une carte pour donner une idée sur la répartition. Ça peut être un support décisionnel. Ça peut être un outil de travail pour un commerçant. Parce que quand vous voyez le point bleu, ça renvoie au mardi. Tous les loumas qui font le louma mardi. Lundi, c'est ça, sur l'ensemble du pays. Quand c'est rouge, c'est le jeudi, etc., etc. Et donc, sur la base de ça, normalement, on devait articuler effectivement beaucoup de choses. C'est des outils qui peuvent, donc, qui nous indiquent un peu la concentration des marchés hebdomadaires sur l'essentiel de la partie ouest du Sénégal, alors que vous avez vu la zone de production, la forte zone de production sur la vallée et la zone sylvopastorale quasiment en sont dépourvues. Donc, voilà un peu le taux d'accès à un lieu de commerce à 5 km. C'est cette partie qui est complètement, et la région nord, qui sont complètement, qui sont pas du tout favorisés par rapport effectivement à l'accès à un lieu de commerce, par rapport effectivement à leur production. Et ça, ce sont les marchés que vous voyez, une localisation des marchés urbains, ce qu'on appelle les marchés permanents. Là où les grands centres de consommation, véritablement. C'est Dakar, c'est un peu Kaolack, c'est l'agglomération de Touba, voilà, c'est cette zone, et puis un peu, voilà, toute cette partie. Donc, si tu produis ici, tu es dans les difficultés énormes pour l'écoulement, effectivement, de la production. Voilà, les axes stratégiques du développement territorial équilibré, harmonisé. Ici, je pense que notre secrétaire général, il a conduit des travaux dans ce genre en tant que ministre en charge de cette question, la communalisation intégrale. J'ai dit que l'acte 3 de la décentralisation, on peut en faire une présentation pour vous permettre de comprendre et de mieux discuter. Mais je crois qu'il y a effectivement des dysfonctionnements dans l'acte 3 qu'il va falloir effectivement poser sur la table dans un débat et essayer de corriger. Promouvoir les pôles de développement territorial avec comme nouveau pivot la cohérence territoriale, comme nouveau pivot de la cohérence territoriale. Mettre en place la territorialisation des politiques publiques. Mettre en place une territorialisation des politiques publiques signifie, dans un premier temps, établir une synergie entre la planification, au niveau de la planification, parce qu'il y a beaucoup d'échelles d'intervention et chacun vient avec son approche, chacun vient peut-être avec ses moyens, avec sa stratégie. Et je crois qu'il est essentiel de fédérer toutes les énergies afin de pouvoir effectivement faire une planification cohérente effectivement du développement. De faire des projets structurants sur les potentialités spécifiques. Installer une industrie
de production basée sur les produits, sur l'élevage et ses dérivés dans la région de Louga et le Linguère ou Adara. Ça, c'est une option tout à fait pertinente parce que c'est là-bas où se concentre l'élevage. Mais malheureusement, il n'en est pas. Donc, il faut des projets structurants, effectivement, afin d'atténuer les disparités territoriales, permettant donc un maillage cohérent des services fondamentaux qui sont liés à la sécurité, à la santé, à l'éducation, à la formation, l'emploi, le logement, le sport, l'eau potable, l'électricité, la gestion, l'assainissement et pourquoi pas la culture. Il faut décentraliser et calquer la formation sur les besoins des pôles de développement. Nous devons effectivement, parce que on parle souvent de zones agroécologiques, il y en a 6 au Sénégal, tout le monde le sait. Nous avons la vallée, nous avons le bassin arachidier, avec les ajustements à faire entre le nord et le sud du bassin, parce qu'il y a une migration aujourd'hui des isoyètes parfois avec les perturbations pluviométriques. Mais globalement, c'est un ensemble cohérent. La Casamance, de manière générale, est un ensemble cohérent. La région du sylvopastoral, c'est un ensemble cohérent. Et là, le Sénégal en a 6. La région des Niayes, la bande des Niayes, la vallée du fleuve Sénégal. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on parle véritablement de grands pôles de développement et pour lesquels il faut renforcer la ressource humaine, la ressource humaine par effectivement une formation qui est calée sur les besoins. Nous devons également établir et réseauter harmonieusement dans tout le pays des pôles de revitalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, calés sur des secteurs à forte potentialité d'emploi, tels que le tourisme, l'agriculture, l'industrie, les mines. Donc, en calant, effectivement, en articulant les pôles économiques, agricoles, commerciales, sur un réseau d'infrastructures multimodales. Quand on parle d'infrastructures multimodales, c'est une mixité. C'est la route, c'est la navigabilité, c'est le chemin de fer, c'est effectivement le transport aérien, mais véritablement articuler tout sur un transport multimodal afin d'effectuer un désenclavement complet du pays. Consolider les échanges et les flux internationaux à travers des corridors frontaliers. Et ça, c'est extrêmement important quand on imagine aujourd'hui que Diaobé joue effectivement un rôle sous-régional très important. Il va falloir effectivement articuler donc, les flux par rapport effectivement à des opportunités de genre. Intégrer les nouvelles technologies dans la gestion des collectivités locales. Bon, j'ai fait référence à la géomatique parce que ça, c'est des outils qui supportent la prise de décision. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, en tant que collectivité locale, on a à gérer, on a à prendre des décisions sur des éléments divers et complexes. Il va falloir, aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent véritablement de faire une combinaison de plusieurs informations qui débouchent sur des conclusions, nous permettant de prendre la bonne décision, que c'est là le point approprié pour installer effectivement un poste de santé. C'est là l'indication appropriée pour installer le forage. Et ça, ce sont des outils qui existent. Mais malheureusement, pour des raisons purement politiciennes, aujourd'hui, on détourne la route, sachant pas qu'un kilomètre de route bitumée fait combien? Un kilomètre de route bitumée, c'est $1 million. Moi, c'est $1 million. C'est beaucoup d'argent. Non, c'est pas $1 million. Ça fait moins de ça. 1 million de francs. J'ai oublié, mais j'ai le truc parce que bon, j'ai travaillé sur ça. Donc, mais c'est juste vraiment pour vous donner une idée. Maintenant, je prends le cas de Diamniadio, qui est un cas d'école en termes de dysfonctionnement dans l'aménagement du territoire. Diamniadio est une commune, était un village, dans un premier temps, qui relevait de Sébikotane, de l'ancienne commune rurale de Sébikotane jusqu'en 92. Ensuite, on l'a migré vers la commune rurale de Yen jusqu'en 2002. À partir de cette date, et elle a fait l'objet d'un décret présidentiel qui l'érige en commune de plein exercice sur 30 232 hectares. Aujourd'hui, Diamniadio comporte 24 000 habitants, en 2013 en tout cas. Son élection en ville avait effectivement pour but de mettre en place un projet de ville dans l'optique de solutionner les dysfonctionnements, les vrais problèmes de l'agglutination et de l'agglomération de Dakar, dans l'agglomération de Dakar. Donc, Diamniadio devait servir effectivement de solution par rapport effectivement à cette épineuse question qui est Dakar. D'une macrocéphalie extraordinaire entre Dakar et le reste du pays. Donc, organisation, si on prend le cas de l'organisation de l'espace dans la commune de Diamniadio, nous avons un noyau urbain
qui s'est constitué autour de 2 quartiers, Diamniadio Sud et Diamniadio Nord, qui sont en fait des relocalisations de 2 villages qu'on appelait Deni Ndiarkhay et Deni Bandé. C'était juste des localités installées le long de l'axe de la RN1. Avec l'extension spatiale a été très rapide. Dans un premier temps, entre 1980 et 87, en 1988-96, nous avons connu, Diamniadio a connu des lotissements sur 234 150 mètres carrés. Bon, nous avons les détails, mais c'est juste pour donner une idée sur l'évolution rapide de la zone. À partir de 2003, c'est le boom, parce que Abdoulaye Wade est arrivé avec son projet de plateforme du millénaire, avec les milliards, machin, tout le monde, effectivement, tout le monde appuie. Et du coup, entre 2003 et 2004, 1 278 000 mètres carrés ont été lotissés à Diamniadio. Donc, en 2 ans, pour vous dire comment, effectivement, Diamniadio a été attractif. Actuellement, aujourd'hui, nous avons peut-être 12 villages des ex-communautés rurales qui ont été effectivement rattachés à la commune, mais qui sont distants entre 200 mètres et 6 km 250. Et 4 nouveaux qui viennent effectivement de l'extension de Diamniadio. Vous avez peut-être une idée, Diamniadio Sud, là où Ahmed est le chef de quartier. Nous avons Diamniadio Nord, ça c'est l'effectif de la population. Nous avons Sébi Ponti, Deni Malick Gueye, Dendi Demokodou, Demi Babacar Diop, Dougar 1, Dougar 2, Dougar Peul, Dougar Ouest, Ndoyen, Deni Youssou, Mbunka Bambara, Ndokhura Peul. Et vous avez les distances par rapport effectivement au noyau urbain. Ce quartier-là se trouve à 6 km du noyau urbain, et ce qui fait qu'il y a de très grandes disparités. Donc, il y a rien vraiment. Tu as des problèmes, vous pouvez demander à Chia, que j'ai fait parcourir donc, le territoire dernièrement. Parmi les contraintes d'ailleurs d'aménagement, il y a ce qu'on appelle effectivement les contraintes d'ordre endogène. Le problème d'intégration des quartiers au tissu urbain. Les quartiers sont dispersés, il n'y a pas de réseau routier qui les lie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut quitter rapidement ici pour rejoindre effectivement l'absence de Wari. La seule route qui existe à l'intérieur, la route praticable toute l'année, c'est la route qui va au Ponty, donc elle passe devant le domicile du maire. Et à part ça, il n'y a pas une autre route qui est aménagée. Il y a une configuration du relief et l'absence de drainage qui pose problème. Par exemple, les localités de Dougar, ils sont coupées parce qu'il y a ce qu'on appelle des chaînons d'écoulement, donc qui concentrent les eaux de pluie, et ces quartiers sont complètement isolés, une bonne partie. Il n'y a pas d'infrastructure structurante, il n'y a pas on constate une absorption continue de l'espace agricole par l'urbanisation rapide. Décalage avec le PDU, parce que lorsqu'on érigeait la ville, il y avait un plan d'urbanisme, directeur d'urbanisme qui a été mis en place et qui prévoyait 200 hectares pour les réserves foncières et des terrains non immatriculés qu'on avait réservés pour les équipements collectifs. Malheureusement, ces espaces ont disparu aujourd'hui. En somme, Diamniadio se compte de son statut de ville transit. C'est un point de transit. Il y a des problèmes d'aménagement exogènes qui sont liés effectivement à l'apport des nouveaux investissements de l'État. Parce que le pôle urbain est érigé sur 36 400 hectares. Rappelez-vous, Diamniadio faisait 30 000 hectares. Il a amputé une partie de l'espace de Bargny, de Mbambilor, et une bonne partie de Diamniadio pour asseoir ce qu'on appelle le charme urbain sur une assiette de 36 000 hectares où il a érigé le centre Abdou Diouf. L'université Amadou Mahtar Mbow sera implantée sur une université de 60 000 places. Il construit à 65 milliards, 40 000 logements avec des services sociaux de base, un marché international sur les produits agricoles et élevages sur 24 hectares avec un parking sur 500 hectares, parking gros porteur, plus un hôtel, le foirail national, la station d'autoroute, la plateforme industrielle sur 30 hectares qui va générer selon lui 30 000, 20 000 hectares emploi. Cité du savoir pour délocaliser le ministère de l'Enseignement supérieur, comme vous le savez. En somme, ces infrastructures marquent un déséquilibre spatial. On assiste
au niveau local, a une bipolarisation. Aujourd'hui, il est en train d'être vécu à Diamniadio, une cité moderne avec toutes les infrastructures de première génération, parce que la voirie déjà est graduée de 3 façons, avec des boulevards circonstanciels, ils font la périphérie, il y en a 3. Et à côté, comme vous le savez, notre cité qui est restée à l'état de nature. Donc, et on va naturellement vers une bidonvillisation du site actuel de Diamniadio, qui pose un vrai problème d'aménagement, quelque chose qu'on n'a jamais quasiment vu au Sénégal. Donc, en voulant véritablement désemplir Dakar, harmoniser, la logique normalement voudrait effectivement d'asseoir des infrastructures, d'aménager le site pour éviter un très grand déséquilibre. Oui, parce que voilà, lorsque les infrastructures seront effectivement mises en place de l'autre côté, naturellement, il y aura un phénomène de gonflement parce que tout le monde va quitter là-bas, véritablement pour regagner effectivement le nouveau. Bon, et pourtant, Diamniadio présente un peu des atouts et des opportunités comme point de trafic du trafic national, c'est un point de passage. C'est une ville carrefour où se croisent la RN1 et la RN2, c'est un passage de la voie ferrée. C'est un pôle entre la conurbation Bargny-Rufisque-Dakar et les localités de Thiès et de Mbour. C'est un point de transit des produits agricoles et fruitiers à forte potentialité économique. L'aéroport international apporte une plus-value certaine effectivement effectivement à la teneur, aux opportunités de développement de la commune. La richesse du sous-sol, comme vous le savez, Diamniadio fournit du gaz aujourd'hui à Petrosen. Il y a les affleurements de calcaire qui sont naturellement très prisés dans la production de ciment. Nous avons des bas-fonds, des sous-sols à forte rétention hydrique, favorables effectivement au maraîchage. Tout autour de Diamniadio, vous allez voir, il y a plein de superficies actuellement en exploitation maraîchère et fruitière. Donc c'est une zone de forte production avicole, parce que tout autour de Diamniadio, il y a une production de volailles extrêmement importante. Et malheureusement, bon, nous sommes restés toujours, comme je vous l'ai dit, effectivement sous les initiatives privées, parce qu'il n'y a pas une articulation véritablement aujourd'hui par rapport effectivement à notre espace de vie communautaire. Mais par rapport effectivement à la nouvelle ville, nous n'avons pas effectivement cette articulation qui nous permettrait véritablement de disposer à la fois les mêmes infrastructures, aussi bien de l'autre côté que... Mais c'est un grand espace de 60 000 aujourd'hui hectares dans lequel vous allez effectivement voir les disparités énormes qui vont véritablement renvoyer à ce que nous avons connu entre Dakar effectivement et le reste du Sénégal. C'est Dakar en miniature qu'on est en train de dupliquer, contrairement effectivement à l'esprit, à la lettre de l'aménagement du territoire dans le sens du terme. Voilà, grosso modo, ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est que voilà, on avait débattu une partie des trucs. Donc, c'est juste pour partager avec vous vraiment les informations sur les questions d'aménagement du Sénégal. Ce document pourra être partagé à ceux qui le veulent pour avoir une meilleure connaissance véritablement du pays qui nous préoccupe tous. Merci, M. le Président. Merci. Chers frères, je pense que